À 65 ans, j'ai organisé une fête pour la famille. Personne n'est venu. Le même jour, ma belle-fille a posté des photos de tout le monde en croisière. J'ai juste souri. À leur retour, je lui ai tendu un test ADN qui l'a fait pâlir. Mon fils ne mérite pas cette mégère. Vous savez ce qu'on dit sur les 65 ans, c'est censé être une étape importante, non? L'âge d'or et tout ce genre de conneries. Eh bien, laissez-moi vous dire un truc sur les étapes importantes. Parfois, ce ne sont que des marqueurs sophistiqués de la chute. J'ai passé toute la matinée à préparer ce que je pensais être un dîner d'anniversaire parfait. Pas n'importe quel dîner, remarquez. Je parle de tout. La porcelaine de ma défunte épouse Martha. La belle argenterie qu'on ne sort que pour Noël et les grandes occasions. Les serviettes en tissu que je repasse moi-même, parce que je ne suis pas un clochard qui renonce aux apparences juste parce qu'il vit seul maintenant. Bon sang, j'ai même traversé la ville jusqu'à cette boucherie chic pour acheter un rôti de côte de bœuf qui m'a coûté plus cher que ce que je dépense habituellement en course en une semaine. 8 couverts. C'est ce que j'ai disposé sur ma table de salle à manger, disposant chaque fourchette et chaque couteau avec la précision d'un ancien gérant de quincaillerie pendant 37 ans. Je les ai comptés 2 fois pour être sûr de ne rien avoir raté. Calvin et Sienna, ça fait 2. Petit Noah et Grace, 4 au total. Ma sœur Janice et son mari Martin, 6. Et moi, le numéro 7 porte-bonheur. Attends, ça ne fait que 7. Zut, Harold. Tu es déjà en train de péter les plombs. Et la fête n'a même pas commencé. Ah oui. 8. Je comptais mal parce que j'imaginais Martha assise en face de moi comme avant, me souriant à la lueur des bougies. Mais Martha est partie depuis 3 ans maintenant, et sa chaise reste vide. Pourtant, 8 personnes auraient dû suffire à faire rire à nouveau cette maison. Je vérifiais l'heure toutes les 10 minutes, à partir de 16h30, même si j'avais dit à tout le monde que le dîner était à 18h. Vous savez ce que c'est quand on est excité par quelque chose. Le temps file comme de la mélasse. Je n'arrêtais pas d'ajuster les serviettes, de redresser la nappe, de m'assurer que le centre de table était parfait. J'avais acheté des fleurs fraîches à l'épicerie. Quelques-uns de ces gros tournesols jaunes que Martha adorait. Ça m'a coûté 22 $. Mais bon sang? Ce n'est pas tous les jours qu'on fête ses 65 ans. 18h est passé. Ce n'est pas grave, non? Les familles sont en retard, surtout avec des enfants. Sienna a toujours une excuse, les embouteillages, l'entraînement de foot de Noah qui a du retard ou Grace qui a besoin d'un changement de tenue d'urgence. J'ai appris à faire avec au fil des ans, même si ça me fatigue un peu. 18h30, toujours pas de spectacle. J'ai appelé Calvin et je suis tombé sur sa messagerie. J'ai laissé un message, d'un ton décontracté, du genre « Salut, je me demandais juste où vous étiez. Le rôti est prêt quand vous voudrez passer. » Pas de pression, juste ton père assis là, en habit du dimanche, à se demander s'il s'est trompé de date. 19h. La côte de bœuf commençait à ressembler à de la nourriture pour chien hors de prix. Je l'ai recouverte de papier aluminium et j'ai baissé le four à feu doux, me disant qu'ils allaient probablement débarquer d'une minute à l'autre avec une histoire rocambolesque de pneus crevés ou d'embouteillage inattendu sur l'autoroute. C'est là que j'ai décidé d'essayer Janice. Directement sur la messagerie vocale. Quelles sont les chances que mon fils et ma sœur soient injoignables en même temps? À 19h30, je faisais les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage, vérifiant mon téléphone toutes les 2 minutes pour m'assurer de n'avoir manqué aucun appel ou SMS. La maison me semblait plus grande que d'habitude, plus silencieuse, comme si elle retenait son souffle, attendant quelque chose qui n'arriverait pas. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à la table de la salle à manger, toute dressée et prête pour une fête qui, apparemment, n'allait pas venir. C'est là que j'ai commis l'erreur qui m'a vraiment brisé le cœur. J'ai ouvert Facebook sur mon téléphone, pensant que quelqu'un avait peut-être posté un message sur les embouteillages ou une urgence. Au lieu de cela, j'ai reçu un coup de poing dans le ventre qui m'a coupé le souffle. Ils étaient là, tous les deux, souriant comme des idiots sur le pont d'un bateau de croisière. Calvin avait son bras autour de Sienna, tous deux vêtus de chemises hawaïennes assorties et arborant ces sourires de vacances ridicules qu'on a quand on dépense trop d'argent en boissons fruitées. Noah faisait des oreilles de lapin derrière la tête de Grace tandis qu'elle brandissait une assiette de ce qui semblait être un repas de croisière raffiné. Même Janice et Martin étaient là, bronzés et détendus, levant leur coupe de champagne vers l'objectif. La légende du poste de Calvin m'a retourné l'estomac. Aventure méditerranéenne avec toute la famille.
Parfois, il faut juste dire, tant pis, et profiter un peu. #béni #temps sans famille #vie de croisière. Publié il y a 4 heures. Pendant que je composais encore des fleurs et astiquais l'argenterie, ils étaient déjà dehors, à vivre leur meilleure vie sans moi. Pas seulement la vivre, la documenter, la partager avec le monde entier, comme une sorte de célébration de mon absence. Je me suis assise dans mon fauteuil, mon téléphone toujours à la main, fixant ces photos jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Le pire, ce n'était même pas qu'ils aient oublié mon anniversaire. Le pire, c'était de réaliser qu'ils ne l'avaient pas oublié du tout. C'était intentionnel, planifié. Ils avaient tous décidé ensemble de partir en croisière la semaine même de mon anniversaire et avaient réussi à tout coordonner sans même penser à m'en parler. Ou peut-être y avait-il pensé. Peut-être y avait-il vraiment réfléchi et avait-il décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse. La maison ressemblait à un tombeau après ça. Tous ces couverts se moquaient de moi. La côte de bœuf se transformait en cuir au four. Les tournesols commençaient déjà à pâlir, comme s'ils savaient que la fête était finie avant même d'avoir commencé. J'ai soufflé les bougies allumées plus tôt et je suis resté assis là, dans l'obscurité grandissante, à me demander quand exactement je deviendrais le genre de personne que ma propre famille pourrait oublier. 65 ans, et voilà ce que j'avais à montrer. Une maison vide, un dîner gâché, et la terrible constatation que, quelque part, j'étais devenu invisible aux yeux de ceux que j'aimais le plus. Le lendemain matin m'a frappé comme un train de marchandises chargé de regrets et de café froid. Je me suis réveillé dans mon fauteuil, mon téléphone éteint sur les genoux et un torticolis, comme si on m'avait planté un pied de biche dans la colonne. Collé au réfrigérateur, couvert des temps de pratique du football et des dates de la conférence des parents. La semaine prochaine, je le prends à l'école pour la première fois en plus d'1 an. De petites choses comme ça, elles comptent plus que les gens ne le pensent. Cette maison recommence à se sentir à nouveau comme une maison. Je suis assis ici à ma table de cuisine avec ma 2e tasse de café du matin, regardant cette nouvelle photo sur le manteau. Et je jure que je ne peux toujours pas croire combien a changé. Nous sommes tous, Calvin, Marcus, Noah, Grace et moi, souriant comme des imbéciles au zoo le week-end dernier. Noah a la crème glacée au chocolat enduit sur sa joue. Marcus fait des oreilles de lapin derrière la tête de Grace. Et Calvin a l'air détendu pour la première fois depuis des années. Nous ressemblons à ce que nous sommes maintenant. Une vraie famille. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais assis dans ce même endroit, me sentant bien dans la vie, j'aurais ri dans leur visage. Enfer, il y a 6 mois, j'ai eu de la chance si Noah connaissait même mon nom, grâce à tout le poison que Sienna le nourrissait de son vieux grand-père méchant. Maintenant, cet enfant m'appelle tous les jours après l'école juste pour me parler d'une chose aléatoire qui s'est produite dans sa classe de 4e année. Hier, c'était comment son professeur les a laissés apporter des rochers pour le spectacle et le dire et il voulait savoir si j'avais des coules qu'il pouvait emprunter à mon jardin. L'ironie n'est pas perdue pour moi. Pendant des années, j'étais l'étranger dans la famille de mon propre fils. Sienna s'est assurée de cela, transformant chaque rassemblement de famille en une sorte de confrontation maladroite où j'avais l'impression de faire monter sur quelque chose qui aurait dû être le mien à droite. Elle avait cette façon de faire sentir à tout le monde qu'il marchait sur de la glace mince autour d'elle. Et en quelque sorte, elle les avait convaincus que j'étais le problème. Le fauteur de troubles, celui qui provoque tout le drame familial. Quelle charge de merde qui s'est avéré être. Maintenant, je suis celui que Calvin appelle quand il a besoin de quelqu'un pour prendre Noé dans la pratique du football. Je suis celui qui sait quelles histoires de coucher que Noah aime le plus et exactement comment il aime sa coupe de fromage grillé. Je suis le gars qui est assis au premier rang au match de baseball de Marcus, applaudissant plus fort que quiconque dans les tribunes. Je suis passé du grand-père oublié à ce que Calvin appelle l'épine dorsale de cette opération. C'est drôle comment la vérité a une façon de régler les choses éventuellement. Toutes ces années de manipulation de Sienna, tous les mensonges qu'elle a dit pour me garder à la durée des bras, toutes les façons dont elle a essayé de réécrire notre histoire familiale pour se faire le héros, rien de tout cela n'a finalement collé. Lorsque la poussière s'est installée et que les gens l'ont finalement vue pour ce qu'elle était vraiment, les vraies relations, les connexions authentiques, c'était ce qui restait debout. Je pense beaucoup à Noah ces jours-ci, sur la façon dont les enfants peuvent être résilients lorsque vous leur donnez une demi-chance. Le jour où Calvin l'a assis et a expliqué que sa mère ne reviendrait pas, qu'elle avait fait de très mauvais choix et maintenant elle devait vivre avec les conséquences, j'étais terrifié que l'enfant s'effondrerait. À la place. Après quelques larmes et quelques questions difficiles, il a regardé son père et a dit,
est-ce que cela signifie que grand-père Harold peut venir à ma fête d'anniversaire maintenant? Cela m'a brisé le cœur de la meilleure façon possible. La vérité est que je suis plus occupé maintenant que depuis des années, et j'adore chaque putain de minute. Mon calendrier est rempli de micros scolaires, de matchs de football, de séances d'aide aux devoirs et d'aventures le week-end. Samedi dernier, nous sommes tous allés dans ce nouveau trampoline, et je suis presque sûr d'avoir tiré quelque chose dans le dos en essayant de suivre l'énergie de Noé, mais cela valait la peine et la douleur de voir le visage de cet enfant s'allumer. Grace a été incroyable à travers toute cette transition. Elle est entrée dans la vie de Noé comme si elle attendait toute sa vie pour être sa grand-mère. Et regarder les deux ensemble est quelque chose de spécial. Elle lui apprend à faire ses célèbres biscuits aux pépites de chocolat. Et il lui apprend à jouer à un jeu vidéo qui n'a aucun sens pour moi, mais les fait craquer tous les deux pendant des heures. Même la maison se sent différente maintenant. C'est plus fort, plus désordonné, plus chaotique que jamais lorsque Sienna dirigeait le spectacle avec son poing en fer et son faux sourire. Mais c'est réel maintenant. Quand quelqu'un rit, c'est parce que quelque chose est vraiment drôle. Quand quelqu'un pleure, nous nous rassemblons tous pour aider. Quand quelqu'un se pose, nous en parlons comme des adultes au lieu de prétendre que cela ne s'est pas produit ou ne marchait pas sur des coquilles pendant des semaines après. Je regarde à nouveau cette photo et je vois quelque chose que Sienna n'a jamais compris. La famille ne concerne pas le contrôle ou la manipulation ou le maintien de secrets. Il s'agit de se présenter, de dire la vérité et de choisir de rester ensemble même lorsque les choses deviennent difficiles. Elle a essayé de nous effacer, a essayé de réécrire notre histoire pour s'adapter à sa version de la réalité. Mais les familles comme les nôtres n'effractent pas cela facilement. Nous n'avons pas seulement survécu à sa tentative de nous détruire. Nous sommes revenus plus forts, plus honnêtes et plus connectés que jamais auparavant. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré chaque jour. Vertébrale. La table de la salle à manger était toujours dressée pour 20 personnes, comme si elle avait été dressée après un dîner qui n'avait jamais eu lieu, ce qui, je suppose, était exactement ce que c'était. Mais alors que j'étais assis là, me massant le cou et essayant de chasser le brouillard d'une nuit de sommeil ratée, quelque chose a commencé à me ronger. Ce n'était pas seulement l'anniversaire. Cette photo de bateau de croisière me revenait sans cesse à l'esprit. Mais maintenant, tout cela se mêlait à d'autres souvenirs, à d'autres moments que j'avais balayés ou excusés, comme les pièces d'un puzzle que j'avais été trop têtu ou trop aveugle pour assembler. Noël l'année dernière, c'était le premier signal d'alarme que j'aurais dû repérer. Calvin m'a appelé 2 jours avant pour me dire qu'ils allaient simplifier les fêtes, juste une célébration tranquille à la maison. Pas de grande réunion de famille, pas d'ouverture des cadeaux chez grand-père comme on le faisait chaque année depuis la naissance de Noah. Juste eux. Je me souviens avoir été un peu vexé, mais Sienna venait de subir une petite opération à l'épaule, et je me suis dit qu'ils avaient besoin de se reposer. Bon sang, j'ai même déposé les cadeaux la veille de Noël et je ne suis pas resté dîner pour ne pas m'imposer. Il s'avère que, d'après les publications Facebook de Janice que j'ai découvertes quelques semaines plus tard, ils avaient organisé une grande fête de Noël. Tout le tralala, repas préparé par un traiteur, décoration raffinée, tout le quartier invité. Je n'étais pas simplement pas invité. J'ai été activement exclu, tout en me racontant mon envie de vacances tranquilles. Puis il y a eu le match de championnat de foot de Noah en septembre. Je vais à ces matchs depuis qu'il est en âge de taper dans un ballon sans tomber. Je n'en ai jamais raté un seul. Mais Calvin m'a appelé le matin du championnat pour m'annoncer qu'il avait été reporté au week-end suivant à cause de la météo. J'ai vérifié la météo. Ciel dégagé, temps idéal pour le foot. Je suis quand même passé devant le terrain. J'avais juste une intuition, vous savez. Mon petit-fils marquait le but de la victoire tandis que toute sa famille applaudissait depuis les gradins. Tout le monde sauf son grand-père qui restait à la maison comme un idiot, croyant à un autre mensonge. Le récital de danse de Grèce, la pièce de théâtre de Noah à l'école, et même le dîner d'anniversaire de Sienna dans ce restaurant grill du centre-ville. Chaque événement avait été déplacé, annulé ou reporté à la dernière minute. Et à chaque fois, j'apprenais plus tard, par une publication aléatoire sur les réseaux sociaux, que tout s'était déroulé exactement comme prévu, sans moi. Le schéma était si évident maintenant que je me sentais coupable de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ce n'était pas une question d'oubli ou de désorganisation. C'était systématique, calculé. Quelqu'un avait fait des heures supplémentaires pour m'effacer de la vie de ma propre famille, un mensonge à la fois. Et je savais exactement qui était ce quelqu'un. Sienna Marsh ne m'avait jamais apprécié. Pas depuis le premier jour.
Je l'ai vu dans ses yeux lors de ce premier dîner où Calvin l'a ramené à la maison. Sa façon de me jauger comme si j'étais un obstacle à contourner. Elle souriait et disait tout ce qu'il fallait, complimentait la cuisine de Martha et me posait des questions sur mon travail à la quincaillerie, mais il y avait quelque chose de froid sous tout cela. Quelque chose qui me donnait l'impression d'être mesuré pour un cercueil. Martha le voyait aussi, cependant. Elle essayait d'être diplomate. Elle est juste nerveuse, Harold, disait-elle quand je lui disais que Sienna semblait se figer dès que j'entrais dans une pièce. Laisse-lui le temps de se réchauffer. Mais Sienna ne s'est jamais réchauffée. Au contraire, elle a appris à mieux cacher son aversion derrière un masque d'indifférence polie. Après la mort de Martha, ce masque a commencé à tomber. Des petits commentaires ici et là sur le fait que je submergeais les enfants d'attention, sur le fait que je devrais peut-être laisser Calvin s'habituer à son nouveau rôle de chef de famille. Elle a commencé à me suggérer d'appeler avant de venir, puis d'attendre d'être invité, puis de me dire que je venais peut-être trop souvent. Je pensais que c'était une expression de chagrin. Vous savez, Sienna essayant de protéger sa famille pendant une période difficile. J'ai reculé, je leur ai laissé de l'espace, j'ai essayé d'être compréhensive. Ce que je ne réalisais pas, c'est que je faisais son jeu. Chaque pas en arrière était une victoire de plus dans sa campagne pour me mettre hors jeu. Les appels téléphoniques ont commencé à se faire moins fréquents. Calvin m'appelait tous les 2 ou 3 jours juste pour prendre de mes nouvelles ou me renseigner sur un projet sur lequel il travaillait. Soudain, des semaines passaient sans aucune nouvelle de lui. Quand je l'appelais, il semblait distrait, comme surveillé. Des conversations qui duraient 1 heure s'interrompaient au bout de 10 minutes. Les invitations de vacances sont devenues des suggestions, puis des suggestions des possibilités, puis des possibilités, on verra bien. Je suis passé d'une inclusion automatique à une réflexion après coup, puis d'une réflexion après coup à un oubli total. Le pire, c'était de voir ma relation avec Noah et Grace se détériorer au même rythme que tout le reste. Les enfants qui couraient à la porte dès que la voiture de grand-père s'arrêtait ont commencé à se montrer timides et distants. Les appels téléphoniques sont devenus gênants. Les sessions FaceTime sont devenues plus courtes et moins fréquentes, jusqu'à disparaître complètement. J'avais été purement et simplement manipulé par quelqu'un qui me voyait comme une concurrente pour l'attention de mon fils et l'amour de mes petits-enfants. Et le pire, c'est que ça avait fonctionné à merveille. 3 jours après mon anniversaire désastreux, je broyais encore du noir à 14 heures, en peignoir, à manger des céréales directement de la boîte, et je me demandais si c'était ça, le fond du baril, pour un homme de 65 ans. Les photos de la croisière étaient encore gravées dans ma mémoire, et j'évitais Facebook comme la peste, incapable de supporter de voir d'autres nouvelles de famille heureuses sans moi. C'est alors que quelqu'un a frappé à ma porte. Pas à la sonnette. Un vrai coup. Comme si la personne ne voulait pas faire trop de bruit. Urgent, mais prudent, si j'ai bien compris. J'ai failli ne pas répondre, car j'avais une sale tête et je sentais probablement encore plus mauvais. Mais on a frappé à nouveau, plus insistant cette fois. Harold Granger. L'homme debout sur mon porche avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. La trentaine, des vêtements corrects, mais une nervosité infernale. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse des buissons. Je m'appelle Marcus Ellison. Il faut vraiment que je te parle de ton petit-fils, Noah. Bon, je vieillis peut-être, mais je ne suis pas stupide. Un homme étrange qui se présente à ma porte et me demande des nouvelles de mon petit-fils déclenche toutes mes alarmes. J'ai gardé la porte moustiquaire fermée et je lui ai lancé mon regard le plus dur. Celui que j'utilisais pour les voleurs à l'étalage au magasin. Je ne sais pas qui tu es, mon pote, mais tu as intérêt à avoir une bonne raison d'être ici, ai-je dit en attrapant mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Noah? Marcus a pris une grande inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. Je crois que Noah est peut-être mon fils. Ça m'a fait perdre la tête. De toutes les choses que je m'attendais à ce que ce type dise, ce n'était même pas sur la liste. Excuse-moi. Écoute, je sais ce que ça donne, a-t-il dit en parlant vite comme s'il avait peur que je lui claque la porte au nez. Mais j'ai des raisons de croire que ta belle-fille n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Margaret Weaver, et nous étions en couple il y a environ 8 ans. Elle était enceinte quand elle a disparu. J'ai fixé ce type à travers l'écran, mon cerveau essayant de traiter ce qu'il venait de dire. Margaret Weaver. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Sienna avait toujours été Sienna Marsh, du moins à ma connaissance.
Mais que savais-je vraiment du passé de ma belle-fille? Calvin l'avait rencontrée lors d'une réunion de travail, l'avait ramenée à la maison quelques mois plus tard, en lui disant qu'elle était la bonne, et c'était à peu près tout ce que j'avais entendu. Tu ferais mieux d'entrer, ai-je dit en déverrouillant enfin la porte moustiquaire. Mais si tu es en train de monter une arnaque ou de faire une bêtise, j'appelle la police. Marcus hocha la tête et entra dans mon salon, toujours aussi nerveux qu'un chat à longue queue dans une pièce remplie de rocking chairs. Je lui fis signe de s'asseoir sur le canapé tandis que je prenais ma place habituelle dans le fauteuil inclinable, en gardant une certaine distance entre nous. D'accord, dis-je. Commence à parler et j'espère que ça va être bien. Il sortit son téléphone et commença à faire défiler les photos. Voici Margaret, ou Sienna, comme vous la connaissez depuis environ 9 ans. Il a tourné l'écran vers moi et je serais damné si ce n'était pas une version plus jeune de ma belle-fille, mais avec une coiffure différente et des vêtements que je ne lui avais jamais vus. Des tenues décontractées, pas les tenues professionnelles guindées qu'elle affectionne toujours. On s'est rencontrés dans un café à Portland. Marcus a continué, on a commencé à sortir ensemble, et c'est devenu sérieux assez vite. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Margaret Weaver. Elle a dit qu'elle travaillait dans le marketing pour une start-up technologique. On est restés ensemble environ 8 mois, à parler d'emménager ensemble, tout ça. Puis elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'ai senti un rhume qui ne se formait pas dans mon ventre. Au début, j'étais aux anges, terrifié, mais excité, vous savez. On a commencé à faire des projets, à visiter des appartements, à parler de prénoms pour les bébés, mais ensuite elle a commencé à se comporter bizarrement, distante. Elle disparaissait pendant des heures sans explication, ne répondait pas au téléphone. J'ai pensé qu'elle avait peut-être des doutes. Marcus s'est arrêté, se passant la main dans les cheveux. Puis un jour, je suis allé la chercher au travail et il n'avait jamais entendu parler d'elle. Pas de Margaret Weaver. Personne ne correspondait à sa description. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Je suis allé à son appartement et il était vide. Pas juste déménagé, complètement dépouillé, comme si personne n'y avait jamais vécu. Du coup, elle a tout simplement disparu. J'ai posé la question, même si une partie de moi commençait déjà à croire complètement à cette histoire folle. J'ai tout essayé, appelé la police, engagé un détective privé, posté sur les réseaux sociaux. Rien. C'était comme si elle s'était évaporée. Le détective privé a découvert que Margaret Weaver était une fausse identité, mais la piste s'est évaporée après ça. Marcus a sorti un classeur manie de sa veste. Je n'ai jamais cessé de chercher, cependant. Tous les 2 ou 3 ans, je faisais des recherches sur Internet, je consultais les réseaux sociaux, tout ce qui me passait par la tête. Il y a environ 6 mois, je l'ai enfin retrouvé. Il m'a tendu une photo imprimée d'une photo Facebook, la famille de Calvin dans un restaurant, tout sourire pour l'objectif. Mais Marcus avait entouré le visage de Sienna et écrit des notes dans les marges. Mêmes yeux, même sourire, même petite cicatrice sur son sourcil gauche, datant de sa chute de vélo enfant. C'est bien elle, Monsieur Granger. Et quand j'ai vu la date sur l'acte de naissance de Noah en arrière-plan d'une photo, j'ai fait le calcul. Il est né exactement 8 mois et 2 semaines après la disparition de Margaret. J'ai fixé la photo, mes mains se mettant à trembler légèrement. Vous dites que Noah n'est pas le fils de Calvin? Je dis qu'il y a de fortes chances qu'il soit le mien. Et si c'est vrai, alors votre belle-fille vit sous une fausse identité depuis des années, laissant un autre homme élever mon enfant pendant que je devenais folle, me demandant ce qui leur était arrivé à tous les deux. Marcus a de nouveau fouillé dans sa veste et en a sorti une petite enveloppe. J'ai déjà fait un test ADN. Des cheveux de la brosse à cheveux de Noah que j'ai réussi à récupérer chez le coiffeur de votre fils. Je sais que ça peut paraître flippant, mais il fallait que je sache. Les résultats sont arrivés il y a 3 jours. Il m'a tendu l'enveloppe, et je voyais bien que ses mains tremblaient aussi. Noah est mon fils biologique, Monsieur Granger. J'en ai la preuve. Et je pense que votre belle-fille est une arnaqueuse professionnelle qui s'en prend à votre famille depuis des années. J'étais assise là, tenant cette enveloppe, avec l'impression que mon monde venait de basculer. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur Sienna, sur les 8 dernières années, était bâti sur des mensonges. Et si Marcus disait vrai, alors mon petit-fils n'était pas vraiment mon petit-fils. Mais il était toujours le même enfant à qui j'avais appris à faire du vélo. Le même petit garçon qui s'endormait sur mes genoux pendant les matchs de foot du dimanche après-midi. ADN ou pas, Noah était de la famille. La question était,
Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'ai scruté ce rapport ADN pendant 5 bonnes minutes avant que mon cerveau ne se remette à fonctionner. Les chiffres et les pourcentages auraient aussi bien pu être écrits en chinois, mais la conclusion était limpide. Probabilité de paternité de 99,97%. Noah Granger était en fait Noah Ellison et je vis dans un conte de fées depuis 7 ans. Bon sang, murmurai-je en posant les papiers sur ma table basse comme s'ils allaient exploser. Depuis combien de temps es-tu au courant de tout ça? Marcus était perché au bord de mon canapé, l'air d'un homme qui traînait une bombe depuis trop longtemps et qui était enfin prêt à la remettre. Je m'en doutais depuis des mois, mais je n'ai reçu les résultats ADN que mardi. Je suis assis dans ma voiture devant chez toi depuis 2 jours, à essayer de trouver le courage de frapper à ta porte. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas aller directement voir Calvin? Parce que j'ai d'abord fait des recherches sur ta famille. Je comprends comment Margaret Siena t'a mis à l'écart. Tous ces posts sur les réseaux sociaux où tu es mystérieusement absent. La façon dont elle ne te mentionne jamais dans ses mises à jour. Je me suis dit que tu étais peut-être la seule personne dans ce pétrin à vouloir entendre la vérité. Quel malin. Mis à part ma belle-fille manipulatrice, je me suis toujours vanté d'être franche. Mais c'était plus grave qu'un simple drame familial. C'était une fraude, une usurpation d'identité, et Dieu sait quoi d'autre. D'accord, dis-je en m'installant confortablement dans mon fauteuil. Voyons la suite. Et n'en édulcorez rien. Je suis trop vieille et trop énervée pour être traitée avec douceur. Marcus ouvrit son ordinateur portable et en sortit un épais dossier qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Après l'avoir trouvé sur Facebook, j'ai engagé un autre détective privé, plus compétent cette fois. Ce que nous avons découvert est assez troublant. Il a étalé une chronologie sur ma table basse, avec des photos, des documents et ce qui ressemblait à des rapports de police. Margaret Weaver n'était qu'une des nombreuses identités qu'elle avait utilisées ces 15 dernières années. Avant cela, elle était Sarah Chen à Seattle, mariée à un ingénieur informatique nommé David Kim pendant 2 ans avant de vider ses comptes bancaires et de disparaître. Je me suis penché pour mieux voir les photos. Même femme, couleur de cheveux différente, mais c'était bien Siena. Elle avait déjà été mariée. 3 fois, c'est confirmé, probablement plus. Sarah Chen, Margaret Weaver, et maintenant Siena Marsh. À chaque fois, elle s'engageait avec un homme qui réussissait, gagnait sa confiance, accédait à ses finances, puis disparaissait quand les choses se compliquaient trop ou qu'elle trouvait une meilleure cible. Marcus désigna une autre série de documents. David Kim avait perdu 47 000 $ dans sa maison quand elle l'avait quitté. Elle avait contrefait sa signature sur un deuxième prêt hypothécaire et l'avait convaincu de mettre son nom sur tous ses comptes. Le temps qu'il comprenne ce qui se passait, elle avait disparu depuis longtemps. Et le détective privé a trouvé tout ça. Et ce n'est même pas le pire. Marcus sortit un autre dossier. Celui-ci, marqué de bureaucratie. Il y avait 2 autres grossesses dont nous avons connaissance. Une à Seattle, une à Phoenix. Les 2 fois, elle avait disparu enceinte, comme elle l'avait fait avec moi. Nous ignorons ce qui est arrivé à ses enfants. J'avais le cœur serré. Tu penses qu'elle? Je ne sais pas quoi penser. Peut-être qu'elle a avorté. Peut-être qu'elle les a donnés à l'adoption. Peut-être qu'elle a des enfants éparpillés dans tout le pays, élevés par d'autres hommes qui se prennent pour les pères. Le fait est que c'est un schéma récurrent chez elle. Tomber enceinte, disparaître, repartir de zéro ailleurs avec une nouvelle identité. Je me suis levé et suis allé dans ma cuisine, ayant besoin d'un moment pour assimiler toute cette information. Ma belle-fille n'était pas seulement une manipulatrice, c'était une criminelle endurcie. Et mon fils vivait avec elle depuis 7 ans, complètement inconscient. Alors pourquoi n'a-t-elle pas disparu cette fois-ci? J'ai appelé de la cuisine en me versant un shot de bourbon que je garde pour les urgences. C'était tout à fait approprié. C'est ce que j'essayais de comprendre, a dit Marcus quand je suis revenu avec 2 verres. Je suppose que Calvin lui a offert quelque chose que les autres n'avaient pas. La stabilité, la respectabilité, peut-être même l'amour. C'est un type bien, avec un bon travail, une belle maison, une bonne réputation familiale. Pourquoi faire une petite arnaque quand on peut en faire une longue? Mais elle avait Noah. Ce n'est pas vraiment voyager léger. Marcus a hoché la tête d'un air sombre. Ce qui nous amène au point le plus déroutant. Je pense qu'elle a gardé Noah précisément parce qu'il était utile.
Une mère célibataire avec un adorable enfant reçoit de la sympathie, de l'aide, et un homme qui veut jouer les héros et la sauver. Noah n'était pas un problème. Il faisait partie de l'arnaque. J'ai vidé mon bourbon d'un trait, le sentant brûler jusqu'au bout. Et Calvin s'est laissé prendre au piège. Voyez les choses de son point de vue. Une belle femme au passé tragique et un fils adorable qui a besoin d'une figure paternelle. Calvin pensait probablement avoir gagné au loto. Elle l'a parfaitement joué. Marcus m'a montré d'autres documents, de faux relevés de notes, de fausses références, et même un faux relevé de notes universitaires. L'identité de Sienna Marcha était aussi artificielle qu'un billet de 3 $, jusqu'à ses histoires d'enfance inventées et ses affirmations sur sa famille, tous morts. La chronologie colle parfaitement, a poursuivi Marcus en sortant un calendrier qu'il avait marqué avec des stylos de différentes couleurs. Elle a quitté Portland en mars 2016. Calvin a rencontré Sienna March lors de cette conférence à Denver en avril 2016. Noah est né en novembre 2016, 7 mois après le début de leur relation. Calvin a toujours dit que Noah était prématuré. 2 mois avant terme, mais quand même plus de 3 kg. Quel bébé! Et puis, regardez ces photos de Noah bébé. Ressemble-t-il à un enfant qui a passé du temps en néonatologie? Il avait raison. Je me souvenais de Noah comme d'un nouveau-né en parfaite santé. Pas de problème respiratoire ni d'alimentation, contrairement à ce que connaissent généralement les bébés prématurés. Mais Calvin et Sienna avaient insisté sur le fait qu'il était prématuré, et je n'avais jamais pensé à le remettre en question. Elle ment sur tout depuis le premier jour, ai-je dit. Plus à moi-même qu'à Marcus. Toute cette foutue relation est bâtie sur une arnaque. Et c'est pire. Marcus a sorti son téléphone et m'a montré une série de captures d'écran. J'ai trouvé ses vrais comptes de réseaux sociaux, ceux qu'elle utilise sous son vrai nom. Elle a documenté toute l'arnaque, la traitant comme une sorte de jeu. Regardez ce post de l'année dernière. La capture d'écran montrait une photo de Calvin et Noah à un match de baseball avec une légende qui m'a glacé le sang. Incroyable comme il est facile de convaincre les gens que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, dites-leur simplement ce qu'ils veulent entendre et regardez-les faire tout le travail à votre place. #vivre ma meilleure vie #les imbéciles n'apprennent jamais. J'étais assise là, à fixer ce poste, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas qu'une arnaqueuse. C'était une sadique, qui prenait son pied en se disant qu'elle avait complètement dupé ma famille. Monsieur Granger, dit Marcus doucement, je pense qu'il faut tout dire à Calvin. Il mérite de savoir avec quelle personne il est marié, et surtout, il mérite de connaître la vérité sur Noah. J'ai hoché la tête, l'esprit déjà brouillé par la suite. Calvin allait être dévasté. Son monde allait s'écrouler autour de lui. Mais Marcus avait raison. Il avait besoin de savoir. Ils avaient tous besoin de savoir. Quand est-ce qu'on fait ça? J'ai demandé. Bientôt. Avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Maintenant que je l'ai retrouvée, elle et Noah, je ne les quitterai plus des yeux tant que l'affaire ne sera pas résolue. J'ai examiné toutes les preuves étalées sur ma table basse. Des années de mensonges, de fraude et de manipulation, rangées en piles bien ordonnées. Ma famille vivait avec un parfait inconnu et j'étais la seule à le savoir. Il était temps de faire exploser des vies au nom de la vérité. Préparer ce dîner était comme charger une arme. J'ai passé 3 jours à passer en revue chaque détail, chaque mot que j'allais dire, toutes les façons dont Sienna pourrait tenter de se sortir de ce pétrin. Marcus et moi nous sommes revus 2 fois pour coordonner notre approche. Et vendredi après-midi, j'étais prête à faire voler en éclats le monde de mon fils au nom de la vérité. J'ai appelé Calvin jeudi matin, d'une voix aussi normale que possible. Salut, fiston. Je me disais que toi et Sienna pourriez peut-être inviter les enfants à dîner ce dimanche. Je sais que la situation a été tendue ces derniers temps, et j'aimerais mettre les choses au clair. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et je l'entendis presque discuter avec sa femme. Papa, je ne sais pas si c'est une si bonne idée en ce moment. On revient de vacances et Sienna ne se sent pas très bien. Juste un dîner, Calvin. Rien de spécial. Je pense que ça nous ferait du bien à tous. Je laissais un peu de culpabilité transparaître dans ma voix. Le temps passé avec Noah et Grace me manque. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé un vrai repas en famille. Ça y est, c'est fini. Calvin a toujours été un adepte des moments de culpabilité en famille, tout comme sa mère. D'accord, papa. Dimanche à 18h, parfait.
Je ferai un rôti braisé. Le préféré de Noah. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'utilisais la même vaisselle pour mon dîner d'anniversaire raté, la même nappe, et même le même centre de table. Si on devait se faire la main, ça se passerait en beauté. Dimanche est arrivé plus vite que je ne le voulais. Marcus était garé à 3 pâtés de maison de là, attendant mon signal pour que les enfants soient hors de portée de voix. J'avais répété cette conversation tellement de fois que je pourrais probablement le faire en dormant, mais mes mains tremblaient encore en mettant la table. Ils arrivèrent pile à l'heure, ce qui était inhabituel pour Sienna. D'habitude, elle mettait un point d'honneur à être en retard d'au moins un quart d'heure pour tout, juste pour savoir qui avait vraiment le contrôle. Mais ils étaient là à 18 heures précises. Noah portait un petit bouquet de fleurs de station-service. C'était probablement l'idée de Calvin. Grand-père. Grace courut droit vers moi, enroulant ses petits bras autour de ma taille comme si elle ne m'avait pas vu depuis des mois. Ce qui, à bien y penser, n'était pas le cas. Papa a dit que tu avais fait du rôti braisé. C'est vrai, ma chérie. Ton préféré. Je la serrai fort dans mes bras, respirant cette odeur enfantine de shampoing et de terre de cour de récréation. Quoi qu'il arrive ce soir, j'allais m'assurer que ces enfants sachent que leur grand-père les aimait. Noah était plus réservé, restant en retrait auprès de ses parents comme s'il n'était pas sûr d'être encore le bienvenu. J'avais 7 ans et j'étais déjà habitué à la prudence en famille. Ça m'a brisé le cœur plus que tout. Salut Noah, dis-je en m'agenouillant à sa hauteur. J'ai reçu ce nouveau jeu de Lego dont tu parlais la dernière fois. On pourrait peut-être y travailler ensemble après le dîner. Son visage s'illumina et, l'espace d'une seconde, il ressembla au petit garçon qui passait ses week-ends chez moi à construire des maquettes d'avions et à m'aider dans le jardin. Vraiment? Le grand avec le château? Le plus grand qu'ils avaient? Confirmai-je en lui ébouriffant les cheveux. Calvin sourit, pensant probablement que son père faisait enfin un effort pour renouer avec la famille. Si seulement il savait. Sienna ou Margaret, ou quel que soit son vrai nom, se tenait sur le pas de ma porte comme si elle cherchait des échappatoires. Elle avait l'air fatiguée, un peu plus âgée, comme si tous ses mensonges commençaient à l'épuiser. Harold, dit-elle avec un de ces faux sourires qu'elle avait perfectionnés au fil des ans. Merci de nous avoir accueillis. La maison est magnifique. Comme toujours, répondis-je en regardant son regard. Certaines choses ne changent jamais, peu importe le temps qui passe. Le dîner s'est déroulé sans problème. Les enfants ont discuté de l'école et de leurs amis. Calvin m'a donné des nouvelles de son travail à la compagnie d'assurance, et Sienna a discuté de la météo et du quartier. J'ai joué le jeu, posant des questions et riant aux blagues de Noah, tandis que le dossier de preuves traînait dans mon bureau comme une bombe à retardement. Après le dessert, j'ai envoyé les enfants dans ma chambre regarder des dessins animés sur la vieille télé. Il y a des sandwichs à la crème glacée dans le congélateur si vous en voulez, leur ai-je crié, puis j'ai attendu d'entendre la porte de la chambre se fermer. Calvin aidait à débarrasser la table quand j'ai agi. Au fait, fiston, pourquoi ne pas te rasseoir avec Sienna? J'ai envie de vous parler de quelque chose. Quelque chose dans mon ton a dû les alerter, car Sienna a complètement changé de posture. Elle est passée de détendue à alerte en 2 secondes, comme un chat qui vient d'apercevoir un chien. De quoi s'agit-il, papa? Demanda Calvin en se rasseyant sur sa chaise. Je me dirigeai vers mon bureau et revins avec le dossier de Marcus, que je déposai sur la table, entre la salière et la poivrière. C'est une question d'honnêteté, Calvin. Et il était temps qu'on en ait dans cette famille. Le regard de Sienna se fixa sur ce dossier comme si un serpent était sur le point de m'attaquer. Harold, quoi? Margaret, dis-je doucement, et je la vis pâlir. Ou préfères-tu Sienna? Ou peut-être Sarah? J'ai du mal à me souvenir de tous vos noms. Le silence qui suivit fut assourdissant. Calvin semblait confus, jetant des regards indiscrets entre sa femme et son père, comme s'il lui manquait une information cruciale. Ce qui, bien sûr, était le cas. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Sienna, mais sa voix tremblait, toute cette confiance en elle s'évaporant. Bien sûr que si. J'ouvris le dossier et sortis la première photo, elle avec Marcus à Portland il y a 9 ans. Voici toi et Marcus Ellison, le père biologique de Noah. Le visage de Calvin passa par 6 émotions différentes, en succession rapide. La confusion, l'incrédulité, la colère, et enfin une sorte de prise de conscience malsaine, tandis que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Papa,
C'est quoi ce bordel? Demanda-t-il en attrapant la photo. Qui est Marcus Ellison? C'est l'homme avec qui ta femme vivait à Portland lorsqu'elle est tombée enceinte de Noah. C'est aussi l'homme qu'elle a abandonné sans un mot lorsqu'elle a décidé de commencer une nouvelle vie sous le nom de Sienna Marsh. Sienna était debout, reculant vers la porte. C'est de la folie, Harold. Je ne sais pas à quel jeu malsain tu joues, mais assieds-toi, Margaret. Ma voix était plus dure que je ne l'avais jamais entendue. On n'a pas encore fini. J'ai sorti les résultats du test ADN et je les ai glissés sur la table à Calvin. Noah n'est pas ton fils biologique. Il est celui de Marcus. Et ta femme n'est pas Sienna Marsh de Denver. C'est Margaret Weaver de Portland. Et avant ça, c'était Sarah Chen de Seattle. C'est une arnaqueuse professionnelle, Calvin. Et tu es sa cible depuis 7 ans. Calvin fixait les résultats ADN comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. C'est impossible. Noah était prématuré. Il est né prématurément. Non, pas du tout. Il est né exactement au moment où il était censé l'être, 8 mois après la disparition de Margaret de Portland avec l'enfant de Marcus. C'est là que Sienna a pris la fuite. Elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, mais j'étais prête à l'accueillir. J'avais déjà envoyé un SMS à Marcus pour le prévenir, et il remontait mon allée juste au moment où elle attrapait la poignée de la porte. « Tu vas quelque part, Margaret ?» demanda Marcus à travers la porte moustiquaire. Elle s'arrêta net, coincée entre l'homme qu'elle avait abandonné et la famille à laquelle elle mentait depuis des années. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Sienna Marsh ressemblait exactement à ce qu'elle était, un animal acculé, sans aucun refuge. Calvin fixait toujours ses résultats ADN, son monde s'écroulant autour de lui. « Sienna, dit-il doucement, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tout cela n'est qu'une erreur. » Mais elle ne pouvait pas le lui dire, car nous savions tous que ce n'était pas une erreur. La vérité était enfin éclatée et impossible de la remettre dans sa boîte. Le silence dans mon salon après l'arrivée de Marcus était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. Calvin fixait toujours ses résultats ADN comme si, s'il regardait assez attentivement, les chiffres pouvaient changer. Sienna, Margaret, ou qui que ce soit d'autre, se tenait figé devant ma porte d'entrée comme un cerf pris dans les phares d'une route de campagne. « Bonjour, Margaret, » dit Marcus à travers l'écran, la voix ferme, mais les mains tremblantes. Ça fait longtemps. C'est laquelle a complètement pété les plombs. Pas la Sienna ou les calculatrices que j'avais vu manipuler ma famille pendant des années, mais quelque chose de brut et de désespéré sous tout ce faux vernis. Tu ne comprends pas, dit-elle en reculant jusqu'à heurter mon mur. Il fallait que je parte. Il fallait que je reparte de zéro. Tu n'aurais pas compris. Essaie, dit Marcus en entrant chez moi sans y être invité, mais pas sans y être invité. Essaie de m'expliquer comment tu as volé mon fils et laissé un autre homme l'élever pendant 7 ans pendant que je devenais folle, pensant que vous étiez tous les deux morts. Calvin leva enfin les yeux des papiers, le visage blanc comme un linge. Est-ce réel, Sienna? L'es-tu vraiment? Noah ne laisse-t-il vraiment pas? Calvin, je peux tout expliquer. Elle sursauta, mais sa voix était brisée. Toute cette confiance en soi avait disparu. C'est compliqué, mais je t'aime. J'aime notre famille. Notre famille. Je ne pouvais plus retenir la colère dans ma voix. Tu nous mens depuis cette foutue année surtout. Ton nom, ton passé, le père de ton fils. Quelle partie de cette famille était réelle? C'est alors que la voix de Noah est venue du haut de l'escalier. Grand-père, pourquoi tous ces cris? Bon sang. Dans tous nos préparatifs, on avait oublié que les enfants ont des oreilles et que les voix qui s'élèvent résonnent dans les vieilles maisons comme une traînée de poudre. J'ai levé les yeux et j'ai vu Noah et Grace jeter un coup d'œil à travers la rampe, l'air effrayé et confus. Ça va, les enfants. J'ai appelé en essayant de garder une voix ferme. Juste des paroles d'adulte. Pourquoi ne finis-tu pas ton émission? Mais Noah était déjà à mi-chemin dans l'escalier. Cet entêtement qu'il avait hérité de Calvin refait surface. Qui est cet homme? Maman, pourquoi tout le monde est énervé? L'expression sur le visage de Sienna quand Noah a appelé sa mère était quelque chose que je n'oublierai jamais. De la panique pure mêlée à ce qui aurait pu être de l'amour véritable. La première émotion sincère que j'avais jamais vue chez elle. Quoi qu'elle soit d'autre, elle se souciait de ses enfants, à sa manière perverse. Remonte, Noah, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. S'il te plaît, mon bébé, retourne juste en haut.
Mais Noah avait 7 ans et était d'une curiosité insatiable. Il regarda Marcus, puis Calvin, puis les papiers éparpillés sur ma table de salle à manger. Un petit malin. Il sentait que quelque chose d'important se passait, même s'il ne comprenait pas quoi. Calvin, dit Marcus doucement. On devrait peut-être poursuivre cette conversation ailleurs. Les enfants n'ont pas besoin de voir ça. Calvin hocha lentement la tête comme s'il nageait sous l'eau. Noah, Grace, allez. On rentre. Mais les Legos, demanda Noah, et j'eus le cœur un peu brisé. Même au milieu de ce désastre, il n'était encore qu'un enfant qui voulait jouer avec son grand-père. Fais-le une autre fois, mon pote, dis-je en m'agenouillant pour le serrer dans mes bras. Par-dessus son épaule, je voyais Sienna nous regarder avec une expression presque chagrinée. Ils partirent 10 minutes plus tard, Calvin portant Grace tandis que Noah marchait à ses côtés. Les deux enfants sentaient que quelque chose avait changé définitivement dans leur petit monde. Sienna, je ne pouvais pas encore l'imaginer comme Margaret, les suivit sans un mot, mais pas avant de m'avoir lancé un regard à faire fondre l'acier. Marcus resta pour m'aider à ranger, même si aucun de nous deux ne parla beaucoup pendant la première heure. On a juste fait le tour de la maison, ramassant les morceaux de la bombe qu'on venait de faire exploser, au sens propre comme au figuré. Ça s'est bien passé, dit-il finalement en chargeant mon lave-vaisselle des assiettes qu'on avait à peine touchées. Aussi bien qu'un traitement de canal avec une cuillère rouillée, répondis-je en me versant un autre bourbon. Mais il fallait que ça arrive. Je pense que Calvin appellera ce soir. Je secouai la tête. Calvin va avoir besoin de temps pour digérer tout ça. 7 ans de sa vie viennent d'être bouleversés. Il est probablement assis dans sa voiture en ce moment, se demandant si ce qu'il pensait savoir sur sa famille était réel. Marcus s'est lourdement assis dans mon fauteuil, paraissant plus vieux que ses 30 ans. Et Noah? Comment gérer ça avec lui? Avec prudence. Le monde de ce gamin vient d'être bouleversé comme une boule à neige, et il ne le sait même pas encore. On ne peut pas juste aller le voir et lui dire, surprise. Ton père n'est pas ton père, et ta mère est une criminelle menteuse. Mais il a le droit de savoir qui est son vrai père. Il a le droit d'être protégé pendant que les adultes de sa vie réfléchissent à la façon de gérer ce désordre. J'ai corrigé. Il y a une différence. On a passé les 2 heures suivantes à éplucher toutes les preuves de Marcus, à essayer de comprendre ce qui allait suivre. Appeler la police, contacter l'avocat, attendre que Calvin fasse le premier pas. Toutes les options semblaient ne faire qu'empirer les choses pour Noah et Grace. Vers minuit, mon téléphone a finalement sonné. Le numéro de Calvin. Papa. Sa voix semblait avoir pleuré. Tu peux venir? Sienna est partie. J'ai trouvé Calvin assis à sa table de cuisine avec une tasse de café qui avait probablement refroidi depuis des heures. La maison semblait différente, comme si l'air en avait été aspiré. Toutes les petites attentions de Sienna, les coussins décoratifs, les bougies parfumées, les photos de famille où elle s'était soigneusement positionnée au centre de chaque cliché. Tout cela semblait factice maintenant, comme les accessoires d'une pièce de théâtre qui venait de se terminer. Que s'est-il passé après ton retour, ai-je demandé, assise en face de lui. Elle a fait son sac pendant que je préparais les enfants pour le coucher. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et qu'elle reviendrait dans quelques jours pour tout expliquer. Calvin a ri amèrement. Même après tout ça, elle ment toujours. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Probablement pas fuir, c'est ce qu'elle fait quand les choses se compliquent. Calvin enfouit son visage dans ses mains. Mon Dieu, papa, comment ai-je pu être aussi stupide? 7 ans. 7 ans de ma vie, et je n'ai jamais rien soupçonné. Quel genre d'homme cela fait-il de moi? Cela fait de toi un homme qui a fait confiance à la femme qu'il aimait. Il n'y a rien de stupide là-dedans, fiston. Mais Noah, sa voix se brisa. Comment suis-je censé le regarder maintenant, sachant qu'il n'est pas vraiment à moi? De la même manière que tu l'as regardé hier, dis-je fermement. Ce garçon t'appelle papa depuis 7 ans. Tu as changé ses couches, tu lui as appris à faire du vélo, tu as veillé toute la nuit quand il était malade. La biologie n'efface rien de tout ça. Mais son vrai père est quelque part. Marcus. Il a des droits, n'est-ce pas? J'ai pensé à Marcus assis dans mon salon tout à l'heure, regardant des photos du fils qu'il n'avait jamais connu. Oui, il en a. Mais toi aussi. Et Noah aussi. Ça ne va pas être simple, Calvin. Mais on va trouver une solution. Tous ensemble.
Calvin m'a regardé avec des yeux qui ressemblaient à ceux de sa mère. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? La vérité quand ils seront prêts. Mais pour l'instant, on s'efforce de maintenir leur monde aussi stable que possible. Ils ont perdu leur mère ce soir, même s'ils ne le comprennent pas encore. Ils n'ont pas besoin de perdre leur père aussi. Nous sommes restés assis dans cette cuisine silencieuse jusqu'à presque 3 heures du matin. Deux hommes essayant de reconstruire une famille bâtie sur des mensonges depuis le début. Ça allait être compliqué, chaotique et probablement terriblement douloureux. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être à ma place, aux côtés de mon fils, l'aidant à comprendre la suite. 6 mois plus tard, j'étais dans ma cuisine en train de préparer des pancakes pour 4 personnes au lieu d'une. Et laissez-moi vous dire, c'est le genre de problème de maths que je n'aurais jamais cru pouvoir résoudre avec plaisir. Noah était assis à ma table de petit déjeuner, expliquant les subtilités de la politique de CE2 à Marcus, qui écoutait avec l'intensité d'un homme essayant de rattraper 7 ans d'histoire manquée avant de dormir. Grace coloriait un de ces albums de princesses complexes qui semblaient conçus pour donner des mots de tête aux adultes, la langue tirée par la concentration, comme le faisait son père. Grand-père Harold, annonça TL sans lever les yeux de son chef-d'œuvre. Noah dit que Marcus est son vrai papa, mais que papa Calvin l'est aussi. Ça n'a aucun sens. J'ai retourné une crêpe et essayé de comprendre comment expliquer les familles recomposées à une enfant de 5 ans qui pensait que la relation la plus compliquée au monde était de savoir si Elsa et Anna étaient sœurs ou meilleures amies. Parfois, les familles ressemblent plus à des recettes qu'à des problèmes de mathématiques, ma chérie, dis-je en glissant une crêpe en forme de Mickey Mouse dans son assiette. On peut avoir plusieurs ingrédients pour faire quelque chose de bon. Comme quand on met des pépites de chocolat et des myrtilles dans des crêpes. Exactement comme ça. Marcus a attiré mon regard et a souri. Le premier sourire vraiment détendu que je voyais de lui depuis le début de toute cette pagaille. Les 6 derniers mois ont été difficiles pour nous tous, mais surtout pour lui. Essayer de construire une relation avec un enfant de 7 ans qui avait déjà une figure paternelle n'était pas vraiment abordé dans les manuels de parentalité. Calvin entra dans la cuisine, l'air plus reposé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le divorce avait été prononcé la semaine dernière, Sienna Margaret, quel que soit son vrai nom, renonçant à tous ses droits parentaux depuis le trou dans lequel elle s'était fourrée cette fois-ci. Bon débarras. Pour ma part, je gardais cette opinion pour moi devant les enfants. Bonjour à tous, dit Calvin en ébouriffant les cheveux de Noah au passage. Désolé pour le retard. Il fallait que je termine des formalités administratives pour la garde. Ça avait été le plus délicat de toute cette histoire, comprendre comment 2 hommes pouvaient être pères du même enfant sans se marcher sur les pieds. Il s'est avéré que lorsque chacun se soucie vraiment de l'enfant plutôt que de son propre ego, ces choses finissent par s'arranger. Marcus avait commencé doucement, juste des visites le dimanche après-midi, qui s'étaient progressivement étendues aux sorties scolaires et aux entraînements de foot. Noah avait d'abord été méfiant. Les enfants de 7 ans ne sont pas stupides, et il savait que quelque chose de grave avait changé dans sa famille. Mais Marcus était patient, sans jamais insister, sans jamais chercher à remplacer Calvin. Il s'intégrait simplement à la famille. Papa Marcus, avait dit Noah, car c'est comme ça qu'il l'appelait depuis environ 3 mois. Tu viens à mon match samedi? Tu ne le raterais pas, mon pote? J'ai promis d'apporter ces barres énergétiques que tu aimes, tu te souviens? Et papa Calvin apporte les encas de l'équipe parce que c'est son tour. J'ai observé l'expression de Calvin quand Noah a dit ça. Ni jalousie, ni ressentiment, juste un homme sincèrement heureux que son fils soit aimé de plus en plus de gens. Il avait fallu du temps pour en arriver là. Il y avait eu des conversations gênantes, quelques moments de tension où il cherchait encore des limites, mais il s'était adapté comme des adultes qui se soucient plus de Noah que de leur propre fierté. Grace, quant à elle, s'était adaptée au changement avec la souplesse que seuls les petits-enfants possèdent. Pour elle, Marcus n'était qu'un adulte comme les autres qui se présentait au repas de famille et aidait aux devoirs. Elle avait commencé à l'appeler oncle Marcus sans que personne ne le lui demande, et il avait pratiquement fondu la première fois qu'elle était montée sur ses genoux pour regarder des dessins animés. Tu sais ce que je pensais? Dis-je en remplissant les assiettes de crêpes et de bacon. On devrait peut-être officialiser ce dîner du dimanche. Chaque semaine, ici à la maison, tous. Calvin haussa un sourcil. Tu es sûr de ça, papa? Ça fait beaucoup de cuisine pour une seule personne. C'est pour ça que je vous ai tous les 3, les crétins. Marcus sait gérer les grillades. J'ai vu ce qu'il sait faire avec un hamburger. Calvin,
tu es toujours le meilleur pour ce truc du pain à l'ail que ta mère t'a appris. Et les enfants peuvent mettre la table sans trop casser. Et toi, grand-père, demanda Grace, le sirop recouvrant déjà la moitié de son visage malgré 2 bouchées. Je vais faire ce que je fais le mieux, ma puce. Je superviserai et me plaindrai que plus personne ne sait plier correctement les serviettes. Les rires qui emplissaient ma cuisine étaient quelque chose que j'avais oublié qui me manquait. De vrais rires, pas la politesse forcée qui régnait quand Sienna était là, surveillant chaque conversation et évitant tout sujet susceptible de révéler ses mensonges. C'était le son d'une famille qui aimait vraiment être ensemble. Après le petit déjeuner, nous sommes tous montés dans 2 voitures pour aller au match de foot de Noah. J'ai fait le trajet avec Marcus, c'était devenu notre habitude. Ça nous a permis de discuter de la situation sans que nos petites oreilles nous écoutent. Ça te va, ai-je demandé tandis que nous suivions le monospace de Calvin à travers la ville. Marcus est resté silencieux un instant, regardant la tête de Noah bouger sur la banquette arrière de la voiture devant nous. Certains jours, je me réveille et j'ai du mal à croire que c'est réel. Que je l'ai vraiment trouvé, qu'il est en bonne santé et heureux. Et mon Dieu, Harold, c'est un si bon garçon. Il ressemble à son grand-père, ai-je dit, ce qui m'a fait rire comme je le voulais. J'attends toujours que l'autre chaussure tombe, vous savez, que Calvin décide qu'il ne veut pas partager, que Noah choisisse son camp ou que quelque chose tourne mal. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Calvin ne va nulle part, et toi non plus. Noah a de la place pour vous deux dans sa vie. Bon sang, les enfants ont assez d'énergie pour s'y perdre. Et pour ce qui est des problèmes, j'ai haussé les épaules. On gérera ce qui arrivera. C'est comme ça que font les familles. Au match de foot, j'ai vu 3 générations d'hommes encourager un petit garçon, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un contentement absolu. Noah a marqué 2 buts, et chaque fois qu'il levait les yeux vers les tribunes, 3 gars différents sautaient comme des idiots. Grace a passé la majeure partie du match à confectionner des guirlandes de fleurs avec les autres petites sœurs, mais elle applaudissait consciencieusement chaque fois que tout le monde le faisait. Après le match, nous sommes tous rentrés chez moi pour ce qui était devenu notre traditionnelle fête d'après-foot. Pizza, glace et le film Disney que Grace voulait regarder. Noah montrait à Marcus sa dernière création Lego quand Calvin s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Tu sais, papa, je pense que maman aurait aimé ça », a-t-il dit doucement. J'ai pensé à Martha, à la façon dont elle disait toujours que la maison était trop vide quand on était juste tous les deux. À quel point elle aurait adoré avoir des petits-enfants tout le temps, même si cela impliquait plus de complications qu'elle ne l'aurait probablement imaginé. Oui, ai-je dit en regardant Noah expliquer quelque chose de très important sur les vaisseaux spatiaux à un homme suspendu à ses lèvres. Je pense qu'elle l'aurait fait. En vérité, ce n'était pas la famille qu'on avait imaginée. Mais parfois, les meilleures familles sont celles qui se choisissent au lieu de se contenter de ce que la biologie leur donne. On avait tous traversé l'enfer pour en arriver là, mais en regardant autour de moi dans mon salon ce dimanche après-midi-là, ces enfants qui se sentaient en sécurité et aimés, ces hommes qui avaient compris comment faire passer les besoins d'un enfant avant leur propre ego, cette maison enfin remplie du bon son, j'ai su qu'on était arrivé exactement là où on devait être. La conversation qui a tout changé a eu lieu un mardi soir de fin octobre, ici même dans mon salon, pendant que les enfants étaient à l'étage, soi-disant en train de faire leurs devoirs, mais probablement en train de construire des cabanes d'oreillers. Marcus aidait Noah en maths quand Calvin a invité Grace pour sa soirée pyjama hebdomadaire chez son grand-père, une tradition sacrée depuis qu'on avait tous appris à être une famille. Marcus était en train de ranger les affaires scolaires de Noah quand il s'est soudainement arrêté, la main posée sur le sac à dos du gamin comme s'il avait oublié comment se déplacer. Calvin et moi étions en train de nous disputer pour savoir si les cow-boys avaient la moindre chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, quand nous l'avons remarqué, planté là, le regard vide. « Ça va, Marcus » demandai-je en coupant le son de la télé. Il leva les yeux vers nous deux, puis baissa les yeux vers ses mains, puis les releva de nouveau. On aurait dit qu'il s'apprêtait à sauter d'un avion sans parachute. Je réfléchissais à quelque chose, dit-il d'une voix mesurée et mesurée, comme s'il répétait ce discours depuis des semaines. Et je voulais vous le dire à tous les deux avant de faire une bêtise. Calvin se pencha en avant sur sa chaise. Qu'est-ce qui te tracasse? Marcus s'assit sur mon canapé et se frotta le visage des 2 mains. Il s'agit de Noah. De son nom en particulier et de ce que cela signifie pour nous tous. J'ai senti mon estomac se serrer. On s'en sort si bien ces derniers mois. On trouve tous notre rythme dans cette étrange et merveilleuse famille recomposée.
La dernière chose dont on avait besoin, c'était d'une bataille pour la garde de l'enfant. Marcus, ai-je commencé, mais il a levé la main. Écoute-moi bien. D'accord. Noah porte le nom de famille de Calvin, Granger. Et c'est très bien. C'est comme ça que ça doit être. Calvin a été son père dans tous les domaines importants depuis sa naissance. Mais il s'est tu, regardant par la fenêtre sans rien voir de particulier. Mais Calvin a insisté, et j'ai entendu la tension monter dans sa voix. Mais je suis son père biologique, et j'aimerais que cela soit reconnu d'une manière ou d'une autre. Pas d'une manière qui enlève quoi que ce soit à ce que vous et Noah avez, Calvin, mais juste quelque chose qui montre qu'il est aussi lié à moi. Calvin est resté silencieux un long moment, et j'ai presque pu voir les roues tourner. Sa tête. C'était un terrain délicat, le genre de conversation qui pouvait faire voler en éclats notre histoire familiale soigneusement construite si elle tournait mal. Qu'est-ce que tu avais en tête? Demanda finalement Calvin. Marcus prit une grande inspiration. Je me disais que je pourrais peut-être légalement changer mon nom en Marcus Granger Ellison avec un trait d'union. Comme ça, Noah et moi partagerions une partie du nom, mais je n'essaierai pas de l'éloigner de la famille Granger. Je la rejoindrai, je suppose. Si ça a du sens. Je serais damné si ce n'était pas la chose la plus attentionnée que j'ai entendue depuis des années. Voilà un type qui avait parfaitement le droit d'exiger que son fils porte son nom, et au lieu de cela, il demandait de prendre le nôtre. Calvin fixa Marcus pendant ce qui me sembla 1 heure, mais ce ne fut probablement que 30 secondes. Tu veux devenir un Granger? Je veux montrer à Noah que nous sommes tous une famille, même si c'est une famille compliquée. Je veux qu'il voie que les adultes de sa vie sont déterminés à faire en sorte que tout fonctionne, et non à se disputer pour savoir qui possède quelle partie de lui. Seigneur, Marcus, dit Calvin en se passant la main dans les cheveux. C'est vraiment incroyable. J'ai senti une pression se relâcher dans ma poitrine. Tu es sûr de ça, fiston? Une fois que tu auras changé de nom, tu seras coincé avec nous, les Graire, pour toujours. On est une bande de têtus, et on ne laisse personne faire. Marcus souriait, pour la première fois depuis que je le connais, il avait l'air complètement détendu. Je ne peux pas imaginer une meilleure famille où être coincé. C'est là que Calvin fit quelque chose qui me rendit extrêmement fier d'être son père. Il se leva, s'approcha de Marcus et lui tendit la main. Bienvenue dans la famille, Marcus Granger Ellison. Ils se sont serrés la main comme s'ils concluaient le plus gros contrat de leur vie. Et j'ai dû m'éclaircir la gorge à plusieurs reprises pour ne pas fondre en larmes comme un vieux fou. On officialise ça? Demandai-je. Parce que si on ajoute un autre Granger à l'arbre généalogique, il faut le faire bien. Qu'est-ce que tu avais en tête, papa? J'y ai réfléchi 1 minute. Eh bien, ta mère disait toujours que les affaires familiales les plus importantes se règlent à table. Alors, ce dimanche, après le repas, on officialiserait ça. Tous ensemble, y compris les enfants. Ils devraient être de la partie. Marcus hocha la tête avec enthousiasme. J'aimerais bien. Mais es-tu sûr que Noah comprendra? Il n'a que 7 ans. Ce gamin gère des situations familiales compliquées depuis le jour où sa mère menteuse est partie. J'ai dit, je pense qu'il peut supporter l'idée que son papa Marcus veuille partager un nom avec lui. Le dîner du dimanche cette semaine-là était spécial, même selon nos critères. J'ai fait mon fameux rôti braisé. Calvin a apporté son pain à l'ail et Marcus est arrivé avec des fleurs, sans autre raison que l'impression d'être en fête. Les enfants étaient de bonne humeur, percevant probablement l'excitation des adultes sans savoir exactement ce qui se passait. Après avoir fini nos assiettes et que Grace s'est recouverte de plus de gâteaux au chocolat qu'elle n'en avait mangé, je me suis éclairci la gorge et j'ai tapoté mon verre d'eau avec une cuillère comme si je portais un toast à un mariage chic. Enfants, adultes, rassemblez-vous. On a des affaires de famille à discuter. Noah se redressa aussitôt. Ce garçon ne pouvait jamais résister à la promesse de secret d'adulte. Grace continua de manger du gâteau, mais inclina la tête pour montrer qu'elle écoutait. Marcus a quelque chose à partager avec nous tous. Je continuai en lui donnant la parole. Marcus avait de nouveau l'air nerveux, mais dans le bon sens du terme, comme un homme sur le point de faire quelque chose d'important. Noah, Grace, vous savez comme les familles portent parfois le même nom de famille. Comme papa Calvin et moi, on est tous les deux des Granger, dit Noah en hochant la tête sérieusement. Exactement. Eh bien, je me disais que j'aimerais être un Granger aussi. Alors, je vais changer mon nom pour Marcus Granger Ellison.
Comme ça, toi et moi partagerons une partie de nos noms, mais tu resteras un Granger, comme ton père, ton grand-père et ta sœur. Le visage de Noah se crispa de concentration. Alors tu serais Marcus Granger Ellison et moi Noah Granger. C'est vrai. Et on aurait tous les deux Granger dans nos noms. Ouais. Noah y réfléchit environ 3 secondes avant d'arborer le plus grand sourire que j'ai jamais vu. C'est trop cool. On dirait qu'on est tous connectés mais différents. Grace, pour ne pas être en reste, intervint, est-ce que je peux avoir un nom long aussi? Ton nom est déjà parfait, ma chérie. Calvin le lui dit. Grace Elisabeth Granger, ça sonne bien, tu ne trouves pas, dit-elle, même si elle avait l'air un peu déçue de ne pas participer à l'opération de changement de nom. Marcus sortit une enveloppe de la poche de sa veste. J'ai déjà déposé les papiers au tribunal. Ce devrait être officiel d'ici le mois prochain, mais je voulais que vous le sachiez tous d'abord, car vous êtes les personnes qui comptent le plus. Je me levai et levai mon verre d'eau. À Marcus Granger Ellison, le nouveau membre de notre folle famille. À papa Marcus, cria Noah en levant son verre de lait chocolaté avec tant d'enthousiasme que la moitié en tomba. Sur la table. À l'oncle Marcus, ajouta Grace, ne voulant pas être en reste. Calvin leva son verre aussi. À une famille qui se choisit. Nous avons tous trinqué, même le gobelet en plastique de Grace. Et j'ai senti quelque chose se mettre en place, une chose dont je n'avais même pas réalisé qu'elle était encore en mouvement. Ce n'était pas seulement une question de changement de nom. C'était une question d'engagement, le choix d'être liés ensemble pour toujours au lieu d'espérer que tout s'arrange. Plus tard dans la soirée, une fois Marcus rentré et les enfants couchés, Calvin et moi étions assis sur ma véranda à boire de la bière et à écouter le quartier s'installer pour la nuit. « Tu crois qu'on fait bien, papa ?» demanda Calvin. Toutes ces histoires de famille peu conventionnelles. J'ai pensé à Noah à l'étage, lisant probablement sous ses couvertures avec une lampe torche, et à Grace affalée sur mon lit d'appoint comme si elle était chez elle. J'ai pensé à Marcus rentrant chez lui avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu, et à Calvin plus apaisé que depuis la mort de sa mère. Mon fils, dis-je, je crois qu'on fait la seule chose qui ait du sens. On choisit l'amour plutôt que la biologie, la vérité plutôt que la commodité, et la famille plutôt que tout le reste. Ta mère serait fière de ce qu'on a construit ici. Calvin hocha la tête et but une longue gorgée de bière. Marcus Granger Ellison, ça sonne bien, non? Bien sûr. Et maintenant, Noah a 3 hommes dans sa vie qui partagent tous son nom d'une manière ou d'une autre. Des enfants gâtés, pourris, ça pourrait être pire. Je ne pouvais pas contredire cette logique. On avait pris le désordre laissé par Sienna et on l'avait transformé en quelque chose de plus fort, plus honnête et plus aimant que ce qu'on avait commencé. Pas mal pour une bande d'amateurs qui improvisent au fur et à mesure. Je regarde par la fenêtre de la cuisine la voiture de Calvin disparaître dans la rue, ses feux arrière s'éteignant dans la grisaille du matin. Il se dirige vers le cabinet de l'avocat pour ce que nous savons tous être la dernière fois qu'il devra affronter les absurdités juridiques de Sienna. Les papiers sont enfin prêts. Elle renonce à ses droits parentaux aujourd'hui. Et franchement, il était temps. Toute la maison est différente ce matin. Il y a une étrange tension mêlée de soulagement dans l'air. Comme quand un orage gronde depuis des jours et qu'on aperçoit enfin un ciel dégagé à l'horizon. Marcus est en train de préparer Noah pour l'école, et je les entends rire de quelque chose. Probablement une des mauvaises blagues de Marcus sur son père. Ça fait du bien de réentendre ce son. Pendant trop longtemps, cette maison nous a donné l'impression de marcher sur des œufs, attendant que l'autre chaussure tombe. Je me sers une autre tasse de café et je repense à comment nous en sommes arrivés là. Il y a 6 mois, quand tout le tissu de mensonges de Sienna a commencé à se défaire, je n'étais honnêtement pas sûr que cette famille y survivrait. Cette femme nous avait tous fait du mal, mais surtout à Calvin et aux enfants. Elle avait manipulé tout le monde, joué les victimes alors que c'était elle qui causait tous les dégâts. Le pire, c'était de voir Noah se débattre avec tout ça. Cette gamine ne méritait rien de tout ça. Quand Calvin m'a annoncé que Sienna renonçait volontairement à ses droits, j'avoue que j'étais extrêmement sceptique. C'était la même femme qui s'était battue bec et ongle pour garder tout le monde sous sa coupe, qui avait utilisé ses enfants comme des pions dans ses jeux tordus. Mais je suppose que même elle a compris que le jeu était fini. Avec toutes les preuves qui s'accumulaient contre elle, les mensonges sur moi, la manipulation, la façon dont elle avait chamboulé cette famille, elle a probablement pensé que la meilleure option était de filer. Mais c'est cette interdiction de contact qui me dérange vraiment. Pas d'appel, pas de visite, rien.
La plupart des gens trouveraient ça froid, mais honnêtement, c'est probablement la meilleure chose qu'elle puisse faire pour ses enfants. Noah, surtout, en a assez souffert. La dernière chose dont il a besoin, c'est que sa mère vienne le déranger à nouveau. Je me souviens de la conversation que Calvin et moi avons eue sur la façon d'expliquer tout ça à Noah. Ce gamin est intelligent. Plus intelligent qu'on ne le croit parfois. Il savait que quelque chose n'allait pas chez sa mère bien avant que nous, les adultes, ne le découvrions. Les enfants ont un sens aigu des conneries. Vous savez, ils sentent quand ceux qui sont censés les protéger sont en réalité ceux qui causent du tort. Nous avons décidé très tôt de ne pas édulcorer les choses ni d'inventer des contes de fées. Noah méritait la vérité, juste qu'elle lui soit présentée d'une manière qu'il puisse gérer. Alors, quand il a demandé pourquoi maman ne rentrait plus à la maison, nous lui avons répondu sans détour, parfois, les adultes font de très mauvais choix. Et quand c'est le cas, d'autres adultes doivent intervenir pour assurer la sécurité de tous. Nous lui avons expliqué que sa mère était malade à un point tel qu'il lui était difficile d'être une bonne mère, et que le mieux pour tout le monde était qu'elle aille chercher de l'aide ailleurs. L'enfant l'a mieux pris que je ne l'aurais cru, pour être honnête. Je pense qu'il était même soulagé d'avoir enfin une explication logique. Depuis des mois, il vivait dans ce monde où rien ne s'additionnait, où la personne qui était censée l'aimer le plus lui causait le plus de confusion et de douleur. Ayant ce poids soulevé de ses épaules, vous pouviez pratiquement le voir debout. Marcus a été incroyable à travers tout cela. Le regardant s'intensifier, pas seulement en tant que grand frère de Noé, mais en tant que force de protection régulière dans la maison, cela me rend fier comme l'enfer. Les enfants ont dû grandir plus vite qu'il aurait dû, mais il l'a géré avec plus de grâce et de maturité que la plupart des adultes. Et Calvin, mec, j'ai vu mon fils passer par l'enfer et sortir de l'autre côté plus fort que je ne l'ai jamais vu. La paperasse de divorce est presque finalisée maintenant, et chaque signature le rapproche d'un pas de plus d'être libre de l'influence toxique de cette femme. Il parle déjà de changer le nom de famille de Noah, en s'assurant qu'il n'y a pas de boulego qui pourrait revenir nous mordre plus tard. La meilleure partie de tout cela, la façon dont cette famille s'est rassemblée. Nous avons créé quelque chose ici que Sienna n'aurait jamais pu détruire, même si elle a essayé plus fort. Noah rentre de l'école maintenant et n'a pas à se demander s'il va y avoir un drame qui l'attend. Il peut juste être un enfant. Il peut poser des questions et obtenir des réponses honnêtes. Il peut compter sur les gens autour de lui pour être là pour lui. Je regarde le calendrier scolaire.